Bonjour, je vais poursuivre aujourd'hui ces petites vidéos d'explication de la crise économique liée au coronavirus. On est donc aujourd'hui sur la quatrième partie, une quatrième partie qui fait suite à une vidéo que j'avais consacrée la dernière fois à la crise financière potentielle qui pourrait arriver en lien avec la crise économique dans le secteur réel qui est en train aujourd'hui de se développer autour de cette crise du coronavirus. On va revenir aujourd'hui sur des questions plus réelles et notamment sur des enjeux plus concrets qui vont être liés à l'augmentation du chômage et qui vont être liés particulièrement derrière à l'augmentation de la dépense publique et de la baisse de demande globale qu'on va pouvoir observer dans les mois à venir qui risque de nous entraîner dans une dynamique de dépression qui est finalement assez classique, mais dont on verra comment on peut s'en prémunir, et on verra quelles seront les conséquences donc en termes de dépenses publiques. Alors, globalement, cette partie va nous amener à nous interroger à la place de l'État dans l'économie, à voir s'il y a un changement de nature de l'État, en tout cas aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation très forte qu'il y a eu de ces dépenses. On s'interrogera aussi sur la question des inégalités, et on verra si justement cette très forte intervention de l'État récente ne change pas un petit peu la perception qu'on va avoir des inégalités, notamment de patrimoine, ce qui nous amènera à nous interroger sur une possible prise en charge de ces coûts par une augmentation des impôts sur les patrimoines. Donc voilà un petit peu le panorama, je dirais, de cette vidéo qui nous amènera à mobiliser quelques auteurs qui vont nous éclairer en fait sur ces différentes questions. Ces différents auteurs, ce sera Keynes, dont on va pas mal parler je pense dans les mois à venir, ce sera Foucault aussi, qui nous permettra de réfléchir sur l'État, et puis ce sera aussi Thomas Piketty, dont les travaux récents sur les inégalités nous permettent aussi d'éclairer les questions qui vont nous intéresser ici. Alors, pour commencer, je voudrais, puisqu'on est quand même à la quatrième vidéo, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc je vais faire ça de façon très rapide, là, c'est simplement pour nous ramener aujourd'hui. Voilà, le coronavirus arrive en Chine, et qui génère une baisse de la production par l'intermédiaire du confinement, qui génère par l'intermédiaire des chaînes de valeur qui aujourd'hui sont mondialisées. On a vu ça dans la première partie, une baisse de la production en France et dans l'Union européenne. Mais ceci aussi se traduit par des inquiétudes sur les marchés financiers et un krach boursier qui est pris en charge surtout par des interventions de la Banque centrale. Et puis on a vu ensuite comment ce coronavirus avait impacté directement par l'intermédiaire du confinement la production dans l'Union européenne et en France, en générant une augmentation de chômage partiel. On a vu aussi une interrogation forte qu'il y avait du côté du pétrole et des risques que ça nous faisait courir, c'est-à-dire que l'effondrement de la production et de la consommation mondiale s'est traduit par une baisse de la consommation de pétrole qui a généré un effondrement des prix. Voilà où on en était. Et globalement, on pourrait dire, voilà, on en est quand même toujours, hein, même si on est en train de franchir là, cette courbe que j'avais mis, qui était celle du présent. On a un peu avancé dans le temps. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On commence à sentir en tout cas les possibilités d'augmentation des faillites. Beaucoup d'entreprises sont à la limite de trésorerie aujourd'hui. Ceci évidemment génère du chômage et va générer du chômage. On a vu que le problème de la baisse du prix du pétrole, et il y a eu une très forte actualité là-dessus. Aujourd'hui, on a un prix qui est autour de 20 $ le baril, ce qui, comme je l'avais expliqué, et dans la deuxième vidéo, je crois, est très largement insuffisant pour garantir aux producteurs américains la rentabilité de leurs équipements. Ce qui fait que voilà, tous ces producteurs sont potentiellement en faillite. Le gouvernement américain, sans surprise, a annoncé un plan de soutien massif. Combien de temps ils vont tenir à bout de bras un secteur qui est structurellement déficitaire? Ça, c'est une très forte une question importante. On a vu que ça générait aussi des problèmes bancaires par l'intermédiaire des banques qui avaient prêté au secteur pétrolier. Alors, dans la dernière vidéo, donc, on a vu les questions plus financières, les risques liés au secteur financier, notamment les conséquences du krach boursier. Alors là, il y a une actualité là-dessus, c'est la publication des résultats de la Société Générale. La Société Générale a annoncé de lourdes pertes là, cette semaine, en très grande partie générée par sa perte sur les marchés, c'est-à-dire la partie marché financier de son activité bancaire,
Qu'est-ce qu'on avait vu aussi, c'est que les faillites à venir vont générer aussi des problèmes chez les banques. On voit pas mal d'articles là récemment qui montrent que les banques sont en train d'augmenter leurs provisions de pertes pour les années, les mois et les années à venir. Donc ce risque est en train de prendre corps, disons. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce sont ce qu'on peut appeler les effets retour ou les effets de second tour du début de cette crise, qui vont être générés par une partie des différents éléments qu'on a déjà vus jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelque chose effectivement qu'on peut attendre, même si ça se matérialisera probablement pas de suite, mais bon, c'est quelque chose qui peut s'accélérer assez vite, c'est que les banques étant en difficulté, comme on le voit là pour la Société Générale, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va s'aggraver ou pas, mais les banques étant en difficulté, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de sécuriser leur activité, et donc elles vont arrêter un petit peu de faire leur métier classique, qui est celui de prêter de l'argent aux entreprises pour qu'elles investissent, et cette baisse de l'investissement eh bien, générera nécessairement une baisse derrière de la production. Donc ça, c'est un des premiers effets retours qu'on peut attendre, qui est encore un peu incertain, mais de façon beaucoup plus certaine. On va avoir, la multiplication des faillites va générer nécessairement une baisse de la production, qui elle, va générer une baisse de l'investissement des entreprises. S'il y a moins d'entreprises, les entreprises achèteront moins des biens d'investissement à d'autres entreprises, et on va avoir comme ça des effets en boucle liés à la baisse de la demande des entreprises. Puisqu'il y aura moins d'entreprises en vie, disons, il y aura moins d'entreprises qui consommeront et qui investiront, ce qui se traduira par une baisse de la demande pour les autres entreprises. Si vous avez moins de restaurants, les restaurants, il y aura moins de restaurants qui, par exemple, feront des travaux d'agrandissement de leurs salles, et donc ça donnera moins de travail pour les entreprises de BTP, par exemple. Ces faillites, on l'a vu, vont générer aussi une augmentation du chômage qui, on l'a vu, est beaucoup plus massive que ce qu'on pouvait même imaginer au début. Alors il y a ces effets liés aux faillites d'entreprises, mais il y a aussi beaucoup de travailleurs qui étaient en CDD avant la crise et qui vont pas être réembauchés, beaucoup d'intérimaires, on voit de gros problèmes aussi chez les intermittents du spectacle, en fait tous les arrêts aussi d'activités qu'on peut avoir dans le secteur du tourisme, de la restauration ou autre. Et donc cette augmentation du chômage a aussi évidemment un effet de baisse de revenus, augmentation du chômage, et puis aussi il faut avoir en tête tous les gens qui travaillent dans le secteur informel, il y en a aussi en France, c'est particulièrement vrai, particulièrement important dans les pays du Sud, en Afrique notamment, où la partie du secteur informel non déclaré, disons, est très importante, mais c'est aussi le cas en France, où on a un effondrement littéralement des revenus des gens qui travaillent dans cette forme d'activité. Et qui donc, comme tous les gens qui ont perdu les revenus récemment, vont beaucoup moins consommer. Même les dispositifs de chômage partiel ne sont pas suffisants pour empêcher en fait une baisse de la consommation. En effet, comme vous le savez, le chômage partiel prend en charge 85% du salaire, ce qui laisse quand même 15% de baisse de revenus, qui tout ceci donc vont générer une baisse de la consommation et donc une baisse de la production. Et puis par ailleurs, on va avoir un effet lié à la crise dans les autres pays du monde, c'est-à-dire que les autres pays du monde aussi sont en crise autour du coronavirus, donc vont moins consommer. Et s'il y a moins de consommation, il y aura moins de demandes adressées aux entreprises françaises. Tout ceci a été, si vous regardez cet extrait d'article là que j'ai mis, c'est un article du Monde très récent de cette semaine qui montre, à partir des données de l'INSEE, la chute des indicateurs là, dont je viens de vous parler. Qu'est-ce qu'on voit? Alors le premier en haut à gauche, là, c'est les variations trimestrielles du PIB. C'est l'effondrement de la production. On part sur un effondrement de la production en France, mais partout en Europe et aux États-Unis, enfin partout dans le monde, historique, cette année, en 2020. Par quoi est accompagnée cette baisse de la production? Moins de production, c'est moins de revenus, c'est donc moins de consommation. Une baisse de la consommation de 6%, alors qui est liée bien sûr au confinement, mais il n'est pas dit du tout qu'elle reparte après comme avant.
Et comme je le disais, cette baisse de revenus risque et va nécessairement générer une baisse dans la consommation à venir. On voit en bas à gauche la baisse des investissements. La crise va générer nécessairement aussi une baisse des investissements. Et puis à droite, en bas à droite, c'est la baisse des exportations. Et donc nécessairement également aussi, on va avoir une baisse de la demande tirée par l'étranger. Donc tout ce qu'on voit là, et ça c'est ce à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir, c'est une baisse très forte de la demande qui risque de nous faire entrer dans une spirale en fait récessive, dont on connaît bien les mécanismes, hein, c'est-à-dire baisse de la production qui génère une baisse des revenus, qui génère une baisse donc de la demande, de consommation, investissement, qui elles-mêmes, comme les entreprises ont moins de demandes ou anticipent moins de demandes, eh bien elles vont moins produire. Si elles produisent moins, eh bien, elles vont moins embaucher, voire elles vont licencier. Si elles licencient, il y aura davantage de chômeurs, donc baisse de la consommation, etc., etc. Et on a une spirale récessive, voilà, qui est assez facile à anticiper si rien n'est fait pour l'arrêter. C'est ce qui s'est passé dans les années 30, suite à la crise de 1929. Les gouvernements, ce moment-là, ont fait le choix de ne pas intervenir, et cette baisse de la production, entraînant une baisse de la demande, a généré la crise qu'on connaît aujourd'hui, qui a duré donc pendant près d'une décennie, qui s'est terminée dans le chaos que vous savez de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pour faire face à cette situation d'effondrement de la demande, qui est aujourd'hui en fait le risque auquel doivent faire face les États, hein, c'est-à-dire tout le monde, je pense là en tête aujourd'hui. L'objectif des États, donc, ça va être d'éviter tous ces effets de second tour qui vont être un effondrement de la demande et donc de la production dans les mois à venir. C'est-à-dire une aggravation encore de la crise. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire des politiques de relance. Dont je vais parler un petit peu après. Mais toutes ces politiques vont avoir pour conséquence, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer maintenant, d'augmenter les déficits publics. Là, la petite flèche que j'ai fait apparaître, c'est celle qui est en lien avec les faillites. On l'a vu jusqu'à maintenant. L'État a mis en place beaucoup de dispositifs de manière à éviter un maximum les faillites, dispositifs de chômage partiel, de garantie, Bon, vous avez entendu parler de tout ça en détail, pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas coincées comme cela était prévu et puis était surtout annoncé par beaucoup de chefs d'entreprise, soient pas coincées par leur manque de trésorerie. Donc tous ces risques-là en fait de faillite ont été pris en charge par l'État, j'y reviendrai. L'augmentation du chômage, évidemment, génère aussi une augmentation des déficits publics. Les comptes de l'Unédic ont plongé dans le rouge et c'est tout à fait normal. Et puis, par ailleurs, dans ces situations, moins de production, ça veut dire moins de production pour les entreprises, ça veut dire moins de bénéfices, donc moins de rentrées fiscales. Augmentation du chômage, c'est aussi une baisse des revenus, donc ça veut dire aussi moins de rentrées fiscales, et ceci participe évidemment à augmenter les déficits. Il va de soi que si on a un problème bancaire dans les semaines ou les mois à venir, l'État aura aussi à remettre de l'argent dans les banques et donc ça coûtera aussi à cet endroit-là. Les banques centrales, mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, auront aussi à intervenir à ce moment-là. Mais en tout cas, on voit ici que vont se concentrer maintenant, toutes les dimensions de la crise vont se concentrer maintenant dans le déficit public et dans les finances publiques. On a une situation là où l'État prend sur lui tous les risques, toutes les faillites, toutes les difficultés économiques qui sont apparues dans le secteur privé. L'État, par l'intermédiaire de toutes les actions qu'il a mis en œuvre ces derniers mois et qui va mettre en œuvre dans les mois à venir, prend tout sur lui. Donc on a un transfert et c'est ce qu'on voit sur les flèches ici, hein, c'est-à-dire que tous les risques sont en train de converger vers l'État. Donc on va voir aujourd'hui comment en fait l'État prend en charge ces risques. On verra dans la vidéo suivante que en fait une partie de ces risques vont être en grande partie transférés vers la monnaie
via le financement des États. Mais ça, c'est une autre histoire. On va se concentrer aujourd'hui vraiment sur la question des déficits publics et de leur prise en charge et de ce que ça transforme au niveau de l'État. Donc je reviens, je le redis parce que c'est important. Donc l'État va voir ses déficits publics augmenter de façon considérable. On annonce déjà un déficit en France qui va être de l'ordre de 10% du PIB. On était à moins de 3% l'année dernière. Aux États-Unis, on parle de quelque chose comme 19% du PIB. C'est absolument gigantesque. On est sur des déficits qui sont inconnus dans l'histoire récente, en temps de paix en tout cas. Donc, ces déficits augmentent parce que l'État prend en charge toute la crise ces 2 derniers mois, l'arrêt de l'économie ces 2 derniers mois, mais il va devoir aussi, et c'est là-dessus que je voudrais insister maintenant, prendre en charge la relance de l'activité dans les mois à venir. En effet, comme je l'ai montré jusqu'à maintenant, si l'État n'intervient pas, en fait, vu que tous les acteurs vont arrêter de consommer et d'investir, la demande va s'effondrer et on partira dans une spirale récessive comme on a pu le connaître dans les années 30. Et donc, les États ont déjà annoncé des politiques de relance dès la rentrée et puis dès maintenant les mois qui viennent. C'est-à-dire ça va être toute la partie de la relance de l'activité économique qui va avoir lieu maintenant qu'on va sortir du confinement. Les enjeux économiques vont changer. Jusqu'à maintenant, il fallait éviter l'effondrement du système productif parce que les gens ne pouvaient pas aller travailler. Maintenant, la nouvelle dimension, ça va être de relancer l'activité de manière à ce que toutes les activités qui risquent d'être perdues ne soient pas perdues et que la demande reparte. Alors qu'est-ce qui se passe? La demande reparte, ça veut dire quoi dans ces situations? Ça veut dire que la demande du secteur privé s'écroulant, eh bien l'État remplace cette demande. C'est ça une politique de relance. Les consommateurs ne consomment plus, c'est l'État qui consomme. Les entreprises n'investissant plus, eh bien c'est l'État qui se met à investir. Donc l'État prend tout sur lui. Donc ce qu'on va avoir là, c'est ce qu'on va appeler un moment keynésien. Un moment keynésien, alors je voudrais vous parler un petit peu de ça, parce que vous allez entendre beaucoup ce mot de moment keynésien ou de Keynes, et donc je voudrais vous parler un petit peu de Keynes. Bon alors qui était Keynes? Keynes c'est un économiste, c'est probablement l'économiste le plus influent du XXe siècle et certainement un des penseurs de l'économie les plus importants du XXe également, si ce n'est le plus important. Keynes a commencé à se faire connaître dans les années 20, et plus particulièrement à la publication d'un ouvrage qui s'appelle « Les conséquences économiques de la paix », qu'il a publié suite aux négociations du traité de Versailles, dont il faisait partie, puisqu'il était un des négociateurs anglais. Le traité de Versailles, comme vous le savez, c'était le traité de négociation entre les gagnants et perdants de la Première Guerre mondiale, et Keynes a démissionné de ses fonctions de négociateur pour le Trésor anglais parce qu'il contestait les conditions de la paix qui étaient faites à l'Allemagne et où il disait que notamment les énormes dettes qui ont été à ce moment-là imposées à l'Allemagne, où le slogan de l'époque c'était l'Allemagne paiera la guerre et ses conséquences, et donc des mesures très très restrictives et très importantes de dettes ont été imposées à l'Allemagne, et Keynes disait dans ces conditions-là, l'Allemagne ne se relèvera jamais économiquement, et la conséquence de ce traité de paix, eh bien, ce sera une guerre prochaine d'ici 20 ou 30 ans que nous préparons aujourd'hui avec cette humiliation qui est faite à la nation allemande et ces conditions économiques qui sont absolument intenables. Donc il écrit un livre suite à sa démission, donc les conséquences économiques de la paix, qui sera un best-seller et qui le fera connaître à ce moment-là. Évidemment, on sait aujourd'hui qu'il avait raison, ce qui rajoute évidemment à l'aura de ce personnage. Il deviendra ensuite, donc, suite à cet ouvrage, et puis à de nombreux articles qu'il publie dans la presse, dont il deviendra d'ailleurs un acteur, puisque il achètera un journal qu'il dirigera, dans lequel il écrira énormément pendant des années. Keynes vient de la bourgeoisie anglaise, pour le définir un peu plus généralement. C'est un grand bourgeois intellectuel qui vient d'une famille. Son père était aussi un intellectuel, sa mère a été une des premières femmes politiques, maire d'une grande commune en Angleterre. Et c'est quelqu'un qui sera toujours
à la frontière du pouvoir en Angleterre, mais plutôt en conseiller du pouvoir que en acteur. Par contre, c'est quelqu'un qui aura un rôle très important à la Banque centrale d'Angleterre, notamment, et qui sera le négociateur en chef aussi de l'Angleterre au traité de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale. Donc toujours très proche du pouvoir, c'est aussi quelqu'un qui va débattre beaucoup avec le pouvoir, notamment dans les années 30, et c'est à ce moment-là qu'il deviendra certainement le plus célèbre, qui débattra avec Churchill, qui a déjà été Premier ministre à cette époque-là, des politiques d'austérité qui sont conduites en Angleterre à ce moment-là, suite après la crise. Ce pourquoi il est le plus connu et qui fait qu'on en reparle aujourd'hui, qu'on parle de moment keynésien, c'est que dans les années 30, alors que eh bien, toutes les économies des pays industrialisés sont en train de s'effondrer suite à la crise de 1929, Keynes est une des rares voix qui dit qu'il faut que l'État intervienne absolument. Qu'est-ce que disent les gouvernements à ce moment-là? C'est typiquement, on retient toujours les propos de Hoover, le président américain au début des années 30, qui dit la prospérité est au coin de la rue, et en fait, voilà, il suffit d'attendre et en marchant, on va croiser la prospérité, qu'on va retrouver l'idée qu'elle reviendra en fait comme ça naturellement. C'est un peu ce que disent tous les économistes de l'époque, économistes libéraux pour la plupart, qui disent qu'il ne faut pas que l'État intervienne, qu'il intervienne un minimum, parce que l'économie naturellement va retrouver un équilibre. Chose à laquelle s'oppose Keynes, et qu'on va retrouver dans cette citation ici. Il dit « Le monde n'est nullement gouverné par la providence de manière à faire toujours coïncider l'intérêt personnel avec l'intérêt général. Et il n'est nullement organisé ici-bas de manière que les deux finissent par coïncider dans la pratique. Il n'est nullement correct de déduire des principes de l'économie politique que l'intérêt personnel dûment éclairé œuvre toujours en faveur de l'intérêt général. » Donc un ouvrage qui s'appelle un article qui s'appelle La fin du laisser-faire, qui est très évocateur de cette idée-là. Alors, qu'est-ce que dit Keynes effectivement dans cette situation où tous les gouvernements disent non, mais allez-y, laissez faire. Il dit non, il faut absolument pas laisser faire, il faut que l'État intervienne et qu'il vienne remplacer en fait cette chute de la demande privée qui est liée à la crise, c'est-à-dire que les consommateurs arrêtent de consommer, les entreprises arrêtent d'investir. Il dit il faut absolument que l'État prenne le relais. Et donc c'est en ça qu'on retrouve une situation qui est proche de celle qu'on va connaître dans les mois à venir. En cas d'effondrement de la demande privée, Keynes dit il faut que l'État prenne le relais par l'intermédiaire de la demande publique. Donc c'est pour ça qu'on va parler de moment keynésien, et alors on limite souvent la pensée de Keynes à ça, c'est-à-dire à l'idée que en situation de crise, il faut de cette manière-là relancer l'activité. On a eu un moment keynésien aussi en 2008, ou plutôt 2009, où il fallait mettre en œuvre des politiques de relance, mais disons que la pensée de Keynes s'est rapidement oubliée après. Alors, elle est évidemment beaucoup plus complexe que ces politiques de relance. Politiques de relance qui sont aussi d'ailleurs associées très souvent aux politiques de grands travaux. Keynes en fait n'était pas tellement, défendait pas des politiques de grands travaux en particulier. Il avait d'ailleurs une phrase là-dessus intéressante où il disait que finalement, si on faisait creuser des trous à des gens et les reboucher, ça aurait exactement le même effet. C'est-à-dire que l'objectif, qu'est-ce qu'il voulait dire à travers ça, c'est que l'objectif c'est d'injecter de l'argent dans l'économie de manière à ce que l'activité puisse continuer à se poursuivre. Ensuite, qu'elle soit injectée en faisant creuser des trous, en construisant des choses ou d'autres, peu importe. Idée qu'on a à retenir parce que finalement, ça serait plus intéressant que cette relance soit utilisée à faire des choses utiles, notamment en matière de transition écologique. Ce qui nous amène peut-être d'ailleurs à regarder une autre citation de Keynes qui éclaire un petit peu aussi sa pensée. C'est la situation actuelle que nous devrions trouver paradoxale. Qu'il y ait 250 000 ouvriers du bâtiment au chômage en Grande-Bretagne alors que nous avons le plus grand besoin de nouveaux logements, voilà le paradoxe. Nous devrions instinctivement mettre en doute le jugement de quiconque affirme qu'aucun moyen compatible avec des finances saines et la sagesse politique ne permet d'employer les premiers à construire les seconds. On est exactement dans cette situation-là en matière écologique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chômeurs et on a des besoins gigantesques en matière de transition écologique, d'isolation des bâtiments notamment, de construction d'énergie renouvelable, de transport collectif, etc. etc. L'objection qu'on pourrait avoir, c'est que ça coûte trop cher, mais en fait aujourd'hui ça coûte même pas cher puisque on en reparlera, mais l'argent est gratuit en fait. L'État emprunte à taux, non même pas à taux zéro, c'est-à-dire qu'à taux négatif. Donc il y a de l'argent disponible en très grande quantité, des gens qui cherchent du travail et des activités utiles à produire. On ne voit pas effectivement pour quelle raison on s'empêcherait d'utiliser, de faire que les gens, en tout cas qui cherchent du travail, puissent travailler à ces biens collectifs utiles. Donc,
Donc voilà en quoi Keynes aussi peut nous aider à réfléchir au futur. Mais ça, évidemment, ce moment keynésien, là, s'arrêtera à ce moment-là de la pensée. Et puis on pourrait même aller un peu plus loin, parce que Keynes, c'est une pensée qui est beaucoup plus complexe aussi que ce qu'on en dit. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas que à ce rôle important de l'État dans l'économie. Alors, c'est celui-là, par contre, effectivement, qui en a fait, je vous dis, l'économiste le plus influent et le plus important du XXe siècle. Toutes les politiques économiques d'après-guerre, dans les pays industrialisés, à l'exception de quelques pays dont l'Allemagne peut-être, sont des politiques qu'on peut considérer comme keynésiennes. Le gaullisme était keynésien par exemple, mais évidemment c'est le cas aussi, alors l'exemple typique c'est le New Deal américain, alors c'est un peu ambigu parce que le New Deal américain c'est Roosevelt, et Roosevelt n'avait pas forcément encore rencontré Keynes à ce moment-là. Mais en tout cas, toutes les politiques américaines de l'après-deuxième guerre mondiale sont keynésiennes, et en gros, le monde entier quasiment est keynésien jusque dans les années 70, avec ce tournant néolibéral qui s'opère dans les années 70, dont je parlerai tout à l'heure, et qui voit apparaître le capitalisme financier dont on a parlé la dernière fois. Donc Keynes, ça a été en fait celui qui a donné le cadre intellectuel et économique, en tout cas, de toute la social-démocratie européenne, voire au-delà, puisque je vous parlais de De Gaulle tout à l'heure, dans les années, à partir des années 40-50. C'est donc un intellectuel qui a transformé profondément toute la perception de la politique économique à partir, donc je vous dis, de ses travaux des années 30 et de son ouvrage majeur qui est la théorie générale, qu'on appelle la théorie générale. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Keynes? Oui, que c'était un individu aussi extrêmement complexe et beaucoup plus riche que ce qu'on peut en lui faire dire en regardant simplement les approches économiques qu'il a développées. C'était quelqu'un effectivement de très ouvert à la culture de façon plus générale autour de lui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était patron de presse d'un journal, qui avait racheté un journal, mais c'est aussi quelqu'un qui a acheté un théâtre, qui était directeur d'un théâtre. Il était par ailleurs marié à une danseuse de ballet russe. Il était aussi amant d'un peintre d'avant-garde anglais, mais il était aussi ami avec un galeriste d'art. Et tous ces gens-là, en fait, faisaient partie, avec Virginia Woolf, que vous connaissez peut-être, une écrivaine anglaise très célèbre, il faisait partie du groupe de Bloomsbury. Le groupe de Bloomsbury, c'est un groupe d'intellectuels et d'artistes anglais qui se réunissaient dans l'Angleterre victorienne du début du XXe siècle et qui réfléchissaient à partir d'œuvres notamment qui venaient du continent. C'est eux qui, entre autres, ont emporté Freud en Angleterre. L'œuvre de Freud a profondément influencé l'œuvre économique de Keynes. C'est quelque chose qui est assez bien montré par un ouvrage qui s'appelle Capitalisme et pulsion de mort, qui a été coécrit par Bernard Maris et Gérard Dostalé, et dont je vous conseille la lecture, et qui montre voilà, comme ça les liens entre les deux auteurs. Mais toute la peinture d'avant-garde aussi, notamment parisienne, a été apportée en Angleterre par l'intermédiaire de ce groupe-là d'artistes et d'intellectuels. Keynes était un collectionneur aussi de tableaux. C'était quelqu'un, par ailleurs, je vous dis, un grand bourgeois, donc quelqu'un de très riche, qui, à partir a été spéculateur au début de sa vie et qui a gagné beaucoup d'argent à ce moment-là, ce qu'il a dégagé de toute contrainte économique durant toute sa vie. Il n'avait pas besoin de réclamer des salaires au Trésor ou pour le gouvernement anglais quand il travaillait, ce qui lui a donné évidemment aussi beaucoup de liberté de ton. Donc quelqu'un d'aisé, je vous disais, qui a aussi été à un moment donné responsable d'une ferme. Il a acheté une ferme dans la campagne anglaise qu'il a gérée pendant un moment, ce qui lui a permis de se confronter à ces questions-là. Donc vous voyez, on a un personnage extrêmement riche, extrêmement complexe, paradoxal aussi, qui est à la fois en tant que grand bourgeois, comme je vous disais, quelqu'un qui avait quand même beaucoup de capital, un défenseur de l'économie de marché, du capitalisme, mais qui avait bien conscience que ce système-là ne pouvait pas persister s'il continuait à être aussi inégalitaire, ce qui lui a apporté ce qui lui a mené à toute sa réflexion justement sur les réformes du capitalisme qui a, comme je vous disais, nourri toute la social-démocratie européenne.
Mais on peut même dire que c'est un peu plus que ça, parce que c'est quelqu'un qui, finalement, est un des rares économistes à avoir engagé une voie de réflexion en dehors de l'économie. Alors, il n'y a pas que lui, hein, la plupart des plus grands, en fait, sont quand même arrivés à cette conclusion-là, que l'économie, c'était quand même une chose secondaire, en fait, où ça devait être mis dans un niveau secondaire dans l'organisation de la vie. Il a un texte qui est très beau là-dessus, qui s'appelle Perspectives économiques pour nos petits-enfants, que vous trouverez facilement en tapant ça sur Internet. C'est un texte où donc il se projette dans l'idée où c'est une commande qui lui est faite, voilà, quelle sera l'économie dans 2 générations. Et donc il dit, si le progrès technique se poursuit de cette manière-là, c'est un texte écrit dans les années 30, si les progrès économiques se poursuivent tel qu'il se poursuit aujourd'hui, eh bien, mes petits-enfants n'auront pas besoin de travailler plus de quelques heures par semaine. Alors, il n'avait pas imaginé l'augmentation en fait des besoins, plutôt des désirs de consommation qui se sont multipliés depuis. Mais effectivement, si on était resté à la quantité de biens de production qu'il y avait dans les années 30, eh bien aujourd'hui, on aurait besoin effectivement de produire que quelques heures par semaine pour arriver à produire tout ça. Et le reste du temps serait libéré, et il disait voilà, enfin l'humanité sera libérée de cette tâche de la production, et donc pourra se consacrer à des choses plus importantes, plus intéressantes, et plus centrales dans la vie, qui sont l'amour, l'amitié, la culture, le chant, la peinture, etc. Donc je vous encourage voilà, à lire ce texte qui permet de faire un petit pas de côté par rapport à l'économie.